c'est est-ce que finalement les écosystèmes auxquels on est confronté aujourd'hui sont nouveaux? Est-ce que finalement les relations fournisseurs, donneurs d'ordre, partenaires qu'il y avait auparavant, finalement, qu'est-ce qui a changé? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit effectivement écosystème, c'est peut-être un terme aussi un peu galvaudé, on va le savoir avec nos invités, pour en discuter. Mais quoi qu'il en soit, il est extrêmement important de comprendre que l'entreprise, effectivement, doit s'ouvrir, doit regarder ce que font ses concurrents, ce que font ses pairs, ce que font les chercheurs, les sociologues, etc., puisqu'on est de plus en plus dans les usages et de moins en moins dans les produits. Donc voilà, ce sont tous ces sujets-là que nous abordons au sens large chez Alliancy et que nous allons aborder par rapport au secteur du numérique, plus spécifiquement ce soir. Donc pour parler de cette question importante, 3 invités que je remercie d'être là. La première personne est Frédérique Liègre, qui est donc présidente de Verizon France. J'ai bien dit Verizon, vous avez remarqué. Olivier Vallée, qui est le PDG de DocaPost. Et Jean-Philippe Desbiol, qui est le Global Vice President for Data Cognitive and AA, Financial Services d'IBM Global Market. Je ne le dirai qu'une fois. Ouf. Donc, merci en tout cas à vous d'être là. Et oui, excusez-moi aussi pour ma voix cassée, mais elle est aujourd'hui définitivement cassée, donc vous allez devoir faire avec. Donc la première question que je voulais vous poser, c'était justement ce fameux terme d'écosystème. Est-ce que pour vous il est galvaudé ou pas? Quelle serait la définition que vous en feriez et dans le monde de l'entreprise? Frédérique, la parole est à vous. Merci Catherine. La terminologie d'écosystème, pour moi, elle n'est pas galvaudée ni quoi que ce soit, elle est juste omniprésente et probablement encore plus que jamais. L'écosystème ou le partenariat, c'est pour moi simplement la capacité de 2 ou plusieurs entreprises ou entités ou organisations, et je pense que c'est là où il y a des évolutions qui sont en train de se passer, en tout cas dans le secteur des télécoms, à travailler ensemble pour créer de la valeur. Je pense que les évolutions que je vois, c'est le type d'entité qu'on est capable de mettre ensemble autour d'une table pour co-innover, co-créer. Voilà, et les nouvelles valeurs ajoutées qu'on va chercher. Je pense que c'est ça. Je crois que c'est Moore qui, en 1996, avait dit que l'écosystème... Vous voyez l'évolution et au fur et à mesure de l'histoire de l'écosystème, les entreprises ou les organisations s'aligner. C'est effectivement ce qu'on constate sur une technologie en particulier. On connaît des ruptures technologiques qui imposent de renouveler l'écosystème. Et je pense qu'on est tout à fait dans cette période en ce moment, d'entreprise réelle, d'entreprise 4.0. Olivier ? Moi, j'ai la conviction en tous les cas que on est dans un monde qui va de plus en plus vite. Et ça paraît difficile aujourd'hui de pouvoir répondre rapidement aux besoins de nos clients. Et on voit qu'on est quand même beaucoup plus puissant, beaucoup plus agile quand on le fait en s'associant. Mais pour ça, il faut quand même partager soit un objectif, soit des valeurs, soit un projet industriel commun. Et c'est pour ça qu'on peut avoir différents écosystèmes en fonction des cibles qu'on adresse et en fonction des clients qu'on peut adresser. Connaître l'objectif en fait. Voilà, parce qu'une fois encore, l'idée de l'écosystème, c'est qu'ensemble, on crée plus de valeur pour l'entreprise et pour les clients que l'on sert que si on est tout seul. Donc il faut à un moment donné quand même que ces écosystèmes servent une ambition commune par rapport à un projet qu'on peut identifier. Jean-Philippe ? Écoutez, moi je pense que, je rebondis sur ce qui a été dit, hein, mais peut-être pour prendre un peu de perspective, parce que j'adhère à tout ce qui a été dit sur le fond, ça vaut ce que ça vaut, mais si on regarde les 30 dernières années, on fait trois grandes périodes de 10 ans. Les années 2000, grosso modo, c'était l'Internet, on parlait beaucoup à l'époque, notamment des communautés, enfin je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais des communautés virtuelles autour d'une affinité, c'est ce qui a permis beaucoup de business, et ce qui, pour nos clients, pour nos fournisseurs, etc. Et derrière cette notion de communauté, il y avait beaucoup cette notion de marketplace. Et d'ailleurs, à juste raison, vous l'avez prononcé tout à l'heure, le mot marketplace, à juste raison. Ça, c'était les années 2000. Ensuite, on a fait 2010-2020, où là, le mot partenariat a été beaucoup employé. Je suis assez d'accord que, mais c'est pas très grave, les mots sont galvaudés, c'est la nature des choses. Le tout, c'est que
soit galvaudé ou non, ça crée une tendance de fond. Et quand on a parlé de ces partenariats, moi, ce qui m'a marqué beaucoup dans ces années-là, c'est que c'était une année où on parlait beaucoup de chaînes de valeur. Alors on s'amusait, si je puis dire, la fameuse value chain. Hein, alors on les dessinait, on essayait de voir qu'est-ce qui pouvait être exporté dans d'autres chaînes de valeur. C'était le départ aussi de cette logique d'écosystème. Hein, c'était la toile d'araignée en fait. Alors ça commençait, c'est intéressant. À mes yeux, ça commençait à être la toile d'araignée, mais tout était encore dans une logique assez horizontale. C'est-à-dire j'avais ma chaîne de valeur, j'essayais de la recomposer, y compris celle de mes partenaires, etc. Et au fur et à mesure, on voyait que toute chaîne de valeur commençait à se superposer. Et je crois que la différence de cette notion d'écosystème qui est clairement la tendance du moment, et je pense que encore une fois, on part sur une longue période, c'est pas quelque chose qui est conjoncturel, on part sur un cycle long, comme d'habitude, et ça va s'affiner, ça va vivre, et c'est le mot être vivant. Je m'explique. Je ne sais pas, pour celles et ceux peut-être au bout de la caméra qui s'intéressent au sujet notamment de l'intelligence artificielle, on sait que ces sujets technologiques se rapprochent de plus en plus du monde biologique, de notion du monde du vivant, on va dire ça comme ça. Et je trouve que l'écosystème, c'est avant tout quelque chose qui est vivant. Et tu l'as un petit peu dit à juste raison, hein, c'est quelque chose qui évolue, qui vit avec des différentes cellules, différents écosystèmes avec un S, vous l'évoquiez tout à l'heure à juste raison. Et quelque part, c'est ça la promesse de l'écosystème. C'est quelque chose qui s'adapte continuellement, qui change de forme, qui évolue, avec effectivement une myriade d'acteurs dans différents secteurs, mais qui se réunissent à un moment donné pour apporter quelque chose, parce que se réunir pour... C'est un objectif commun. Ben oui, il faut quand même un minimum d'objectifs communs. Et la dernière chose que je dirais, si je prends encore une fois un peu de recul, c'est que le trait commun depuis 30 ans, il n'y en a qu'un, c'est la confiance. Les partenariats, les écosystèmes, les communautés, ou ce que vous voulez, les marketplaces, ça ne se fait que si on est capable de démontrer qu'il y a une relation de confiance entre les acteurs. Et la confiance, on sait que ça se traduit par des relations, ça se traduit par des contrats, ça se traduit aussi par des technos. Et je pense que là, nous qui sommes dans le domaine technologique avec nos collègues, certainement, je l'espère, au bout de la caméra, c'est qu'il y a aujourd'hui des technos qui permettent de s'assurer que les relations entre les différents acteurs sont faites dans un cadre de confiance, notamment la blockchain, mais pas que. Alors justement, d'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec ce point-là, sur la confiance, justement, sur les relations, et est-ce que dans les écosystèmes, on intègre aujourd'hui des nouveaux types de partenariats? Est-ce qu'on travaille différemment? Est-ce que... Frédéric? Oui, je pense que la confiance est un élément fondamental à l'écosystème. Je rajouterais même les valeurs aujourd'hui également. Est-ce que ces valeurs, justement, une question supplémentaire, c'est est-ce que la crise sanitaire a aussi fait évoluer les partenariats aujourd'hui, vous pensez? Et ces fameuses questions de, justement, confiance-valeur sont d'autant plus fortes depuis un an? Oui, définitivement, ça a accéléré le phénomène. Accélérer la mise en place de certains partenariats, de certaines innovations auxquelles on serait probablement arrivé, mais sans doute pas aussi vite. Je pense que le confinement, la peur, la crise ont généré une évolution de l'écosystème beaucoup plus rapide que ce qu'on pouvait imaginer. Et comme tu le disais, la confiance était déjà là depuis nombreuses années. Je pense que la dimension des valeurs s'est rajoutée de façon plus prégnante ces 12 derniers mois et va sans doute encore prendre du champ. Il n'y a pas de retour en arrière en fait? Non. Olivier? Non, je pense qu'il n'y a pas de retour en arrière. Après, tout le monde parle du monde d'après, donc on ne va pas rentrer dans cette perspective-là, parce que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui sait vraiment ce qui va se passer. Mais ce qui est sûr, c'est que cette période-là a accéléré un certain nombre de choses. Moi, je peux vous donner un exemple qui m'a frappé. C'est qu'en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui ont essayé de faire des choses qui étaient utiles dans la période dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et un exemple que je peux vous donner, et je le cite parce qu'on a participé, mais on n'était vraiment pas tout seul, c'était vraiment un ensemble d'écosystèmes d'entreprises qui sont groupés. Pendant la première période de confinement, on a développé en 3-4 jours une application qu'on a appelée maladiecoronavirus.fr, dont l'objectif était de pouvoir réduire le nombre d'appels au 15. Et je vous rappelle que pendant cette période-là, il y avait le 15 était complètement saturé. Et donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est associé, donc nous d'Ocapos, on s'est associé à 2-3 startups, dont une startup qui est tenue par un médecin oncologue et qui a donc développé de l'intelligence artificielle et de l'algorithme pour pouvoir créer cette application qui était assez simple. Vous alliez à travers cette application, vous répondiez à un certain nombre de questions et à la fin on vous disait
si vous deviez aller voir votre médecin, si vous deviez aller voir le 15 ou si vous pouvez rester chez vous. Et avec ça, on a réussi à diminuer par 15 le nombre, enfin par 8 pardon, le nombre d'appels au 15. Et il y a eu plus de 15 millions de connexions. Et là, très rapidement, parce qu'on a fait ça gratuitement tous, on a créé un certain nombre d'entreprises qui sont venues nous rejoindre et qui ont apporté soit de l'argent, soit des ressources, soit des compétences. Et on a créé un réseau qui a permis de faire vivre cette application qui a été validée par le ministère de la Santé. Et là, voilà un exemple concret où je ne suis pas sûr que si on n'avait pas été dans cette période de confinement, on aurait aussi rapidement créé une application qui était utile dans la période dans laquelle on était. Et là, on voit bien qu'aujourd'hui, les valeurs et le fait de faire quelque chose utile pour l'ensemble des citoyens a été franchement bien reçu et on continue. Cette application continue à fonctionner. On est en train de développer d'autres algorithmes pour pouvoir continuer à traiter la période dans laquelle on est. Au-delà justement de cette crise et qui effectivement amène des partenariats, disons, à impact plus social, est-ce que la diversité des partenariats que vous pouvez mener a évolué? Bien sûr. Si vous souhaitez que je vous donne 3 exemples concrets dans lesquels nous sommes présents, mais ce qui est important pour nos clients, c'est pas tellement ce qu'on fait nous. Le premier exemple qui est intéressant, c'est, je prends l'exemple de WeTrade en fait, qui est en fait une plateforme qui réunit aujourd'hui, si mes souvenirs sont bons, si c'est pas le cas, détrompez-moi, mais grosso modo, il y a 16 banques européennes qui sont mises ensemble. Et dans le domaine du trade finance, et l'enjeu de ces clients, c'était, si je devais être synthétique, c'est qu'en fait ils ont une compétence très forte sur le trade finance, mais qui est plutôt destinée à des grands clients, et ils se disent finalement comment est-ce qu'on peut mettre à profit ces compétences-là pour des clients plus petits pour attaquer un nouveau marché. Et en l'occurrence, vous qui parlez de compétition, ces acteurs sont tous des compétiteurs entre eux, et force est de constater qu'ils savent s'allier, ils savent se réunir pour pouvoir adresser un nouveau marché qui n'adresse pas forcément aujourd'hui autour d'une communauté, autour d'une plateforme qui s'appelle WeTrade, et dans lequel IBM a été, je dirais, le socle, on va dire, technologique, et dans lequel, pour la petite histoire, on a pris carrément une prise de participation dans cette plateforme pour avoir ce qu'on appelle vraiment stake in the game. Et je crois que nos clients aujourd'hui attendent de nous, en tant que partenaires, qu'on mette quelque chose dans le jeu, parce que fournir une prestation, je crois que tout le monde peut le faire, mais on est passé là aussi, les écosystèmes nous forcent nous-mêmes à se challenger nous-mêmes et aller plus loin. Et ça, c'est intéressant. Donc à s'engager davantage. Et oui, à s'engager davantage, puisque quelque part, quand on fait partie d'une communauté, on en fait pas partie, on en fait partie, on n'en fait pas partie. Si on en fait partie, il faut aussi qu'on puisse démontrer qu'on met quelque chose dans, si je puis dire, du moins on y croit, et donc comme on y croit, on va jusqu'au bout du fait d'y croire. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième exemple qui est intéressant, c'est, je passe dans le monde alimentaire, avec une plateforme qui s'appelle en fait Food Trust, qui travaille sur la traçabilité alimentaire. Et Dieu sait, c'est un sujet qui est important pour nous tous, d'ailleurs, entre nous. Et là, vous allez retrouver les Walmart, des Carrefour, il y a aussi énormément d'acteurs qui ont fait, là encore une fois, une plateforme de traçabilité alimentaire avec de la blockchain dont je parlais tout à l'heure, et dans lequel, là aussi, nous avons été le partenaire technologique. Autre exemple, pour montrer à quel point les écosystèmes s'étendent sur tous les métiers. Aucun métier n'y échappera. Et le dernier domaine, c'est le domaine de la logistique, où là, vous avez plus de 60 acteurs, dont CMA-CGM, dont Maersk, dont des ports comme Rotterdam, dont des banques comme Standard Chartered, et des terminaux, etc. Il y a 60 acteurs qui sont réunis, sur lesquels aujourd'hui, ça représente 60% du trade mondial. Donc je ne parle pas d'un petit truc dans un coin où il y a 3 gars qui se réunissent. Oui, donc l'écosystème à un niveau local et l'écosystème à un niveau mondial. Mais absolument. Et c'est ça étant tout à fait pertinent. Les deux sont pertinents. Les deux sont pertinents, mais c'est ça qui montre à quel point, je parlais tout à l'heure de protéiforme. Et c'est ça qui est passionnant, c'est que ces écosystèmes permettent, un peu comme tu l'as évoqué, très rapidement quelque part, de croître, de prendre une taille différente, mais surtout d'avoir un impact sur une activité. Et sur cette plateforme dont je parle, la partie logistique, j'entends, on parle quand même donc 60% du trade mondial, plus d'1,5 milliard quand même d'événements, des millions de documents qui sont échangés sur cette plateforme par rapport au crédit documentaire, etc., toute la partie commerce international. Et c'est ça l'enjeu des écosystèmes. Et ça, c'est la force de ces nouveaux modèles. C'est créer de la valeur ajoutée. C'est créer de la valeur différemment, avec cette logique dont vous parliez tout à l'heure, qui est que mon compétiteur est aussi un compétiteur et que j'ai peut-être aussi intérêt à m'allier avec lui parce qu'on est plus fort à plusieurs que seul. Le tout, c'est que il faut que ça soit win-win-win. Oui, win pour les différents acteurs, win aussi pour nous, et qu'on crée quelque chose qui apporte in fine une valeur. Par rapport à ce qui est dit là, je trouve qu'une des grandes différences par rapport à ce qu'on a pu vivre dans les années précédentes, c'est qu'avant, les écosystèmes, ils étaient quand même entre gens qui étaient à peu près de la même taille ou sur le même type de business et qui pouvaient travailler ensemble.
C'est plus ça du tout. Absolument. Aujourd'hui, ça fait plus peur à personne de pouvoir associer une petite entreprise, une start-up, une plus grosse entreprise, des clients. Ouais. Dans mon exemple, là, nous, on a associé des médecins parce que sinon, on n'aurait pas été crédible pour pouvoir lancer une application à but médical. Donc, c'est vraiment un mélange de plein de professions très différentes qui se réunissent à un moment donné pour pouvoir créer quelque chose qui crée de la valeur, à la fois de façon individuelle et puis bien sûr pour l'ensemble des clients qu'on adresse. Et ça, c'est une vraie transformation. Parce qu'avant, on se regardait quand même un petit peu entre nous, et là, maintenant, on n'a vraiment plus peur de pouvoir associer... Je peux me permettre... Je vais juste là pour rebondir, après je vais... J'invite, enfin, pour ceux que ça intéresse, allez sur Internet, vous faites TradeLens, comme trade et lens, sur le site, vous regarderez la liste des partenaires. C'est exactement ce que tu évoques. Il y a une liste, je crois, de 8 ou 9 typologies de partenaires. Ça va des transitaires, en passant par les grandes boîtes, les petites boîtes, et même aux développeurs individuels. C'est ça. Et c'est ce que tu évoques. Je te prie d'excuser. Non, pas de souci, mais je pense que le point important, c'est le client. L'écosystème aujourd'hui il part du client et il est associé, et nous on travaille en co-création quasiment systématique avec les clients, ce qui est assez nouveau. Alors on l'avait sur certains projets de type IoT auparavant, mais maintenant, et notamment avec la 5G, c'est systématique. Et je pense que c'est une des grosses différences. On a toujours travaillé un peu avec les chercheurs. Partenariats précédents. Oui, on a toujours travaillé avec nos fournisseurs, on a toujours travaillé avec des instituts de recherche, avec des sociétés de taille similaire, voire des fois un petit peu inférieure. Mais voilà, la grande nouveauté, je pense que ce sont les clients. Et la crise a accéléré le phénomène. Certains d'entre eux se sont retrouvés avec un business model qui ne tourne plus et qui ne tournera plus. On a des clubs de sport qui sont venus nous voir, des salles de spectacle, etc. Et finalement, on se rend compte qu'en prenant différents types d'expertise, déjà eux comprendre, vous avez des fans, ils sont partout dans le monde, machin, etc. Le besoin exprimé par leurs propres clients, leurs fans ou le public qui ne peut plus aller dans des salles de concert, de spectacles, etc. En reprenant tout ça, en travaillant avec différents types de start-up ou d'entreprises, on arrive à créer de nouvelles émotions et de nouvelles expériences qui vont être win-win, enfin là, parce qu'on est sur une chaîne qui est très longue. Et c'est comme ça qu'on vient d'annoncer qu'on équipait 15 salles de spectacle Live Nation aux États-Unis. On a démontré avec le Super Bowl des capacités très, très fortes qui peuvent intéresser d'autres secteurs et d'autres clubs de foot en particulier dans le monde qui vont pouvoir se reconnecter grâce à ce que nous on peut apporter, ce que certaines startups avec lesquelles on travaille peuvent apporter, qui étaient des individus juste fans de foot et qui n'en peuvent plus eux-mêmes de ne plus aller dans les stades et voilà. Et on construit ensemble dans des labs, sur des hubs d'innovation, des nouvelles expériences qui sont juste extraordinaires. On est aussi en train de le faire avec le Met, le Metropolitan Museum de New York, avec une expérience immersive dans les tableaux. C'est juste incroyable. Donc je voudrais donner la parole également à Gilles Mézari, qui est un de nos spectateurs présents dans la salle, donc on va en profiter. Donc Gilles Mézari est le CEO de TAS et cofondateur de SAS We Do. Il est également administrateur de Syntec Numérique. Donc en tant qu'éditeur, quelle est sa réaction par rapport à ce que vous venez de dire? Et lui, qu'est-ce qu'il vit également en tant qu'entreprise à 100% télétravail quasiment? Merci Catherine, bonsoir à tous. Ouais, effectivement, donc pour aller dans le sens de ce qu'a dit IBM quand même, enfin, Verizon, DocaPost, c'est le groupe La Poste, c'est des bigs. Et on peut penser, comme vous tous ici présents à distance, on n'est pas tous gros comme ça, on est tous petits. Et je pense que ce qu'ils ont dit, ça va permettre de désacraliser un peu ce qu'on ressent. Quand on discute avec les adhérents de Syntec Numérique et quand je discute avec mes collègues, ça a toujours été, oui, de toute façon, les partenariats, c'est les gros entre eux, c'est des consortiums. Et on s'aperçoit que justement cette crise a apporté quelque chose qui n'existait peut-être pas avant ou pas aussi répandu. C'est ce côté bienveillant que peuvent avoir les grands, c'est qu'en fait les grands ne travaillent pas avec les petits, simplement parce que c'est du besoin business et c'est du besoin fric, mais aussi parce que cette solidarité naît de la difficulté. C'est-à-dire que ce qu'on a vécu en 2020 avec le Covid,
cette difficulté, on l'a tous vécu ensemble, ça a amené de la solidarité, ça a replacé l'humain au centre des discussions et des préoccupations de chacun, et ça a amené la bienveillance. Donc je pense qu'il ne faut pas penser que IBM est intouchable, DocaPost est intouchable, Verizon est intouchable. Je pense qu'on peut apporter des solutions à tout le monde. Il faut pas avoir peur, il faut aller les voir et discuter avec eux. Les portes sont ouvertes, à moins qu'on me contredise, mais vous pouvez toujours envoyer un message à Olivier, à Jean-Philippe ou à Frédéric via LinkedIn en leur disant j'ai peut-être un truc qui chez toi peut... Il y aura toujours une réponse positive sur un premier contact. Alors après, ça fait affaire ou ça fait pas affaire, mais je pense qu'aujourd'hui, on a la possibilité, en étant petit, de participer à des projets d'envergure en apportant notre savoir-faire, en apportant notre disponibilité, notre souplesse, notre réactivité, tout ce qu'un petit peut avoir par rapport à un gros. Et je pense que cet écosystème est important pour les grands, mais il est très important pour les petits, puisqu'aujourd'hui, pour atteindre certains marchés, en tant que moi, éditeur Sassoudou. Alors Sassoudou, c'est Sassoudou. Voilà. Donc c'est 50 personnes, on n'est pas 50 millions. Et il faut qu'on fasse avec nos moyens, nos armes. Et nos moyens et nos armes, c'est aussi montrer, se mettre dans des projets, se mettre dans un écosystème, créer le sien d'intégrateurs, de revendeurs, et puis faire du lobbying, et puis aller voir les grands acteurs du marché qui peuvent nous aider à promouvoir nos solutions. Un mot, Antoine, sur le sujet, si tu le souhaites. Donc, Antoine Rouillard est le directeur général délégué aux opérations de Berger-Levrault. Alors, je ne sais pas, là c'est comme ça? C'est là la caméra? C'est là. C'est ça, voilà, c'est ça. Alors moi, ce que je voulais dire par rapport aux expériences des témoins du témoignage de nos invités, c'est deux choses. La première, c'est après la période de la sidération, je pense que toutes les entreprises, on peut mesurer dans le numérique et qui avaient des clients, on peut mesurer la force de leur écosystème et mesurer l'impact de leur écosystème sur finalement ce que fait l'entreprise. Et nous, ça a été assez important de voir effectivement autour des collectivités, de nos environnements, des hôpitaux, des maisons de retraite, l'impact de nos clients historiques de cet écosystème. Et ensuite, de bâtir effectivement comment on réagit par rapport à cette situation à travers les freins qu'il y avait historiquement sur la digitalisation, la transformation numérique, comment on pouvait bâtir ça. Et là je crois que Jean-Philippe a dit quelque chose de très juste, c'est la capacité de créer autour de la confiance. Et donc nous, on s'est dit, on va rebaser l'ensemble de notre projet cloud pour nos clients autour de l'espace numérique de confiance. On l'appelait comme ça, l'espace numérique de confiance. Et donc c'est qu'est-ce qu'on y met pour que nos clients, notre communauté travaillent mieux avec nous. Et puis on a progressivement transformé notre relation pour pouvoir la fluidifier et toujours être au plus près de nos clients. Alors, on a changé nos habitudes, ça a été assez intéressant et on y introduit tous les éléments qu'on avait dans nos catalogues et qui avaient du mal d'un point de vue transformation numérique à être mis en place, dont l'intelligence artificielle, dont effectivement des expériences autour des plateformes de proximité en lien avec d'autres partenaires et sans aucun tabou pour avancer. Alors le deuxième élément qui a été très important dans la construction de l'écosystème, c'est qu'on a été arrêté net sur notre internationalisation. Et ça a été un point important puisque on voulait investir massivement aux États-Unis, au Canada, dans un certain nombre de pays en Europe, on n'était pas présent. Donc comment on faisait pour accentuer ou travailler là-dessus. Et là, je dois avouer qu'il y a beaucoup de freins qui sont tombés. Et une expérience assez intéressante, c'était sur des produits que l'on a sur tout ce qui concerne la GMAO, d'aller chercher des partenaires et de recruter tout à distance. Donc ces 9 mois d'expérience sont formidables pour nous, parce qu'on peut recruter à distance, on peut travailler différemment. Alors c'est pas les mêmes protocoles, c'est pas les mêmes approches, ça demande plus de temps, ça demande des études de marché plus ciblées en amont, ça demande des équipes internationales avec des relais un petit peu partout. Et ça, je dois avouer qu'on a pu sélectionner à peu près une quinzaine de partenaires, de structures qui sont entre 100 à 700 personnes, qui ne nous connaissaient pas, alors qui connaissaient nos offres, qui avaient un peu de notoriété, souvent en France, en Europe, dans un certain nombre de pays ciblés, puisqu'on était déjà présent avec ces offres dans une vingtaine de pays, mais pas forcément bien implantés. Et donc là, on a vu qu'on a pu structurer. Et donc là, on voit toute la force des plateformes et toute la force de cette approche. Donc j'allais dire que finalement, ce qui est disruptif avec ce qu'on vit et qui est probablement durable,
pendant un certain temps, c'est qu'il faut qu'on apprenne à travailler différemment. C'est-à-dire qu'on avait envisagé d'aller chercher ses prospects, recruter ses partenaires en prenant des avions, des hôtels, en y allant en plusieurs, en faisant des démonstrations sur place. Voilà. Donc ça, c'était quelque chose qu'on a complètement dépassé. Pour autant, on a pu avancer. Donc, à la fois une chance de pouvoir capitaliser sur ce qu'on avait de fort, et d'autre part, changer nos règles de fonctionnement pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller faire du business, et ça transforme beaucoup de choses. Alors, il n'y a pas que les personnes qui sont dans la salle qui peuvent s'exprimer. Nous allons vous donner la parole par l'intermédiaire de Didier Crin, qui est notre modérateur ce soir. Alors Didier, la parole est à toi. Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Alors pour l'instant, pas énormément de questions, mais il y en a de trois natures, je dirais. D'abord, il y a... Faut que je m'avance un peu, voilà. Et je regarde la caméra. Donc il y a trois natures de questions. La première, elle porte sur cette notion de confiance. On a parlé, hein, on a mentionné, notamment Jean-Philippe a mentionné le terme de confiance. Alors cette confiance, il faut du temps pour la construire, et le temps, on n'en a pas beaucoup. Seul, on va plus vite, et ensemble, on va plus loin, disait un proverbe africain. On a vu avec l'exemple d'Olivier Vallée qu'en fait, même ensemble, on peut aller très vite pour développer quelque chose quand on est tous motivés par le même motif. Donc cette notion de confiance, est-ce que vraiment elle est compatible avec la construction d'un écosystème dans le monde hyper accéléré dans lequel on vit? Quelqu'un veut première question. La première question. Je peux apporter peut-être un élément de réponse. Alors, moi, j'ai un collègue, je ne sais pas s'il est au bout là, mais qui me disait souvent, c'est comme l'amour, la confiance. Il me dit, arrête de me dire je t'aime, donne-moi des preuves d'amour. La confiance, c'est un peu ça. Arrête de dire que je te fais confiance, mais donne-moi des preuves de confiance. Et pour aller dans un petit peu, par contre, la confiance prend du temps, certes, mais ça c'est la vérité dans nos relations personnelles. Mais d'un point de vue business maintenant, je ne crois pas que ce soit tellement adaptable. Je m'explique. Aujourd'hui, on a des moyens, notamment, pas que, vous allez croire que je suis un obsédé de la blockchain, mais il s'avère que la blockchain est centrale dans tous ces écosystèmes, parce qu'elle permet de manière très factuelle et technologique d'assurer la confiance, une traçabilité totale sur les échanges qui se font, du comment ils se font, de qui les fait, où il les fait, et ça je dirais que c'est une avancée extraordinaire. Et pourquoi les écosystèmes sont en train de se développer? Parce que nous avons enfin les capacités technologiques pour assurer le fait que ce qui se passe dans ces écosystèmes se fait dans un cadre de confiance. La confiance n'est pas un mot en l'air. Il n'y a pas je te fais confiance ou pas. La question c'est il y a une validité de la confiance. Fondamental. Et après je vais ça c'est un premier point. Et d'ailleurs toutes ces plateformes là ont pour sous-jacent technologique deux grands éléments, si je suis super synthétique. Un, la blockchain. Deux, le cloud. Le cloud pour la flexibilité et l'agilité, pour aller vite, parce qu'on a le temps. Il faut aller très vite. Et deuxièmement, il y a un ticket d'entrée qui n'est pas discriminant pour les gros ou les petits, et ça aussi c'est un élément qui est très important, ce que vous avez dit, de mon point de vue à juste raison. Et le deuxième élément, c'est que la blockchain apporte le cadre de confiance. Après, mes amis ont évoqué deux notions qui m'ont fait écho, je suis très sensible, c'est les valeurs et le côté inclusion. Alors à titre perso et pro, mais on va revenir à une discussion professionnelle ici, c'est toujours intéressant de voir comment des valeurs sociétales du jour font écho dans le business et vice-versa. Et Dieu merci. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on est dans une société où on commence à prendre beaucoup plus en compte, il était temps, une notion d'inclusion, une notion de diversité, et on l'exécute. Enfin, on l'exécute. Alors après, on peut critiquer, on peut parler, mais moi, je suis content qu'on l'exécute. Et on l'a exécuté, c'est-à-dire on la rend réelle. Et quelque part, ce qui me plaît aussi, c'est que par rapport à ce qui a été dit auparavant, les écosystèmes doivent être des lieux d'inclusion. Mais pourquoi pas être inclusif pour être inclusif? Parce que de l'inclusion dépend le business qu'on va développer. Plus on est inclusif, plus on va développer l'écosystème, plus il apportera de valeur. Et ça, c'est important. Pour poser les autres questions. Vas-y. Alors, on a deux autres questions. La deuxième, c'était, on a parlé d'une communauté de projets, une communauté d'objectifs, avoir un objectif commun. Alors ça, c'est quoi la différence entre un écosystème et une stratégie d'alliance, c'est-à-dire une stratégie d'objectif d'alliance, quoi? Olivier? Je vais répondre à la question, mais je rajouterai quelque chose sur, pour moi, la confiance, il faut l'associer à la transparence. Et les deux mots sont importants. C'est-à-dire que c'est des relations humaines. Quand vous voulez créer un écosystème, c'est ce que vous vivez au quotidien, que ce soit avec vos amis, avec votre épouse, avec qui vous voulez. Et à un moment donné, il faut être transparent. Et ça, je suis désolé, mais c'est quelque chose qu'on sent.
moi, quand je vais rencontrer quelqu'un avec qui j'ai envie de faire du business, vous sentez tout de suite si la personne en face de vous, elle est transparente, si elle est claire sur ses objectifs, et du coup, vous avez envie de travailler avec elle et de partager. Donc, confiance et transparence vont de pair. À partir du moment où déjà c'est pas très clair, c'est un peu compliqué. Après, je pense qu'il y a une vraie différence entre une alliance de partenaires pour un objectif spécifique, de créer un écosystème. L'écosystème, c'est beaucoup plus... ça s'inscrit dans la durée, en fait. Ça s'inscrit dans la durée, c'est beaucoup plus large aussi, non ? Beaucoup plus large. Et moi, il y a un exemple dont je peux vous parler, qui va parler à tout le monde, c'est le cloud. On en a parlé. Et l'État a aussi changé. Je vais vous donner un exemple très simple. Il y a quelques années, l'État a décidé d'investir des milliards d'euros pour créer 2 sociétés, pour créer un cloud from scratch. Donc créé avec des partenariats, bref, je ne reviens pas sur... Échec total. Échec total. Qu'est-ce qu'ils viennent de faire aujourd'hui ? La France et l'Allemagne viennent de se grouper ensemble pour lancer un projet qui s'appelle Gaia-X, qui est un projet européen pour créer une infrastructure cloud européenne. Et comment ils font ? Ils créent aujourd'hui un écosystème gigantesque au niveau européen en associant les fournisseurs, les clients, pour pouvoir créer ce cloud européen basé sur ce que chacun peut avoir pour pouvoir avoir un système interopérable avec des valeurs et des règles qui seront définies pour pouvoir déposer ces services. Et ça, c'est les acteurs. Y compris les acteurs. Et ça, c'est un exemple concret de transformation qu'on a pu voir où ça n'a pas fonctionné dans la première phase. Heureusement, on a quand même de temps en temps des États qui réfléchissent et qui sont intelligents. Ils en ont tiré les conséquences. Et là, il y a ce projet. Alors après, c'est un projet gigantesque, ça va prendre du temps. Mais c'est un bel exemple, je trouve, d'écosystème pour pouvoir développer une offre de cloud qui va bénéficier aux gros, aux petits et à tout le monde. Je pense aussi que dans la logique d'écosystème, il n'y a pas que la vision transactionnelle. C'est extrêmement important. Absolument. Alors que quand on parlait de partenariat ou d'alliance, peut-être qu'il y avait d'office une fonction transactionnelle. Je pense que ça, c'est la nouveauté. Alors la troisième et dernière question, elle porte sur la comparaison avec le terme d'écosystème dans la nature, en fait. Et dans la nature, quand on regarde la définition d'un écosystème, c'est un réseau de dépendance, d'échange d'énergie pour le maintien de la vie. Et c'est vrai que dans un écosystème de nature, ils se mangent entre eux, il y a des prédateurs, etc. La notion de confiance, elle n'existe pas du tout. Ils ont besoin les uns des autres pour des raisons de maintien de vie. Donc c'est peut-être plus une remarque qu'une question, mais c'était assez amusant. On ne va pas changer la nature pour autant. Je pense que, moi j'ai envie de rebondir quand même dessus, parce que l'écosystème, il y a effectivement des acteurs qui rentrent, qui sortent, qui meurent. Oui, l'écosystème est vivant en tant que tel. L'écosystème reste vivant et plus que jamais. Donc la remarque est tout à fait... Ils se mangent entre eux, quoi. Ils se mangent entre eux ou pas, ou simplement une rupture technologique va faire que un des membres de l'écosystème va lui-même évoluer ou disparaître, ou être potentiellement racheté. Mais les notions de dépendance et d'échange d'énergie sont intéressantes quand même. Absolument. Je pense que oui, c'est exact. Mais pour moi, ça reste un organisme vivant, protéiforme, de plus en plus protéiforme, et avec des naissances peuvent être sorties de labos, d'instituts de recherche, de start-up, d'individus, etc. Des morts parce que certains projets ont fonctionné ou pas fonctionné, mais c'est la vie du business. Hein. Et justement, vous citiez tout à l'heure, quand on discutait avant l'événement, de l'écosystème autour de la 5G, par exemple. Justement, est-ce que vous avez des exemples d'écosystèmes différents à nous donner pour illustrer tous ces propos? Et est-ce qu'il y a des thématiques qui sont plus à même de générer des écosystèmes en tant que tels? Donc on a vu l'impact social, bien sûr, on a parlé un petit peu de l'impact social. Il y a la 5G, on est en train de commencer à découvrir l'ensemble des capacités. On connaît les attributs, mais on voit qu'avec un certain nombre d'autres technologies associées, le multi-access edge computing, l'AI, la réalité augmentée, la réalité virtuelle, etc., le champ du possible commence à être juste incroyable. Et c'est là où les clients entrent en jeu. Hein. C'est eux qui nous donnent des pistes et des visions. Un des sujets évidemment qui est nouveau pour nous, opérateurs télécoms, dans lequel la 5G avec l'ensemble de ces technologies va avoir un rôle à jouer, c'est la médecine. On travaille avec une start-up qui s'appelle Medivis aux États-Unis et qui permet, alors on est en test, hein, c'est pas encore en live, mais probablement rapidement,
Aujourd'hui, quand vous vous faites opérer d'une tumeur, le chirurgien a votre IRM et puis vous êtes sur la table, voilà, et puis il passe de l'IRM à la table, de l'IRM à la table pour vous opérer. Medivis, avec les technologies et certains autres partenaires, on apporte une solution où en fait le chirurgien aura l'hologramme 3D au-dessus de la table d'opération grâce à des lunettes et pourra opérer directement en visualisant la tumeur, une tumeur en 3D. Voilà, ça c'est vraiment le résultat d'un écosystème qui allie différentes technologies, différents partenaires, différentes expertises. Il est évident qu'on n'a pas l'expertise de cette start-up, même dans les milliers d'experts qu'on a chez Verizon, où IBM n'aurait pas les mêmes, etc. Et que c'est comme ça qu'on crée une proposition de valeur incroyable qui va sauver des vies, évidemment. Ouais, qui est à valeur ajoutée pour tout le monde. Oui. Y compris pour le patient. Surtout pour le patient. Surtout pour le patient. Olivier ? Mais je pense qu'il faut aller. Je pense qu'il faut qu'on aille un cran plus loin dans les écosystèmes, puisque on a quand même en France une relation avec la technologie qui est encore très éloignée. On parle de la 5G quand on voit les discussions ubuesques qu'on peut avoir sur la 5G. Et là, je suis moins compétent que ma voisine de gauche, mais c'est incroyable de voir la réticence qu'il y a. Quand on voit encore la réaction qu'on a sur l'intelligence artificielle, la distanciation qu'il peut y avoir entre les citoyens français et puis l'apport que ça peut l'apport de la technologie qui peut leur apporter au quotidien. Et donc dans les écosystèmes, moi je pense qu'il faudrait qu'on fasse, qu'on aille plus loin, c'est qu'on intègre aujourd'hui des citoyens, des associations pour pouvoir justement leur faire comprendre que la technologie dont on parle aujourd'hui, elle est au service des citoyens, qu'elle va rapprocher aujourd'hui les gens qui sont éloignés de ces technologies, que c'est un trait d'union qui permet à tout le monde de pouvoir converser, avoir des nouveaux services, mieux soigner demain, et c'est pas quelque chose qui va au contraire éloigner ceux qui sont le plus loin. Plus c'est humaine en fait. Voilà, et pour ça il faut les intégrer dans les écosystèmes, intégrer des associations, intégrer des citoyens, et je pense que là on a un rôle, parce que là entre nous on se comprend et on est à peu près tous d'accord, mais il ne faut pas oublier aujourd'hui que, une fois encore, le débat de la 5G pour moi est un bel exemple, ou le débat de l'intelligence artificielle, ou de la blockchain, ou quand on parle de blockchain, on parle des bitcoins, et on ne voit pas aujourd'hui la valeur ajoutée que la blockchain réellement va apporter au quotidien. Et Jean-Philippe l'a dit, et il a entièrement raison, la blockchain par définition, c'est forcément un écosystème, puisque la blockchain tout seul, ça n'existe pas. Voilà. Mais donc il faut qu'on embarque tout le monde, parce que la valeur ajoutée que la technologie va pouvoir apporter à chacun, elle est énorme. Et là, on peut vraiment, si on revient sur le sujet de l'inclusion, on peut vraiment... Et ça, c'est une réticence chez les acteurs de l'IT, par exemple ? C'est pas naturel quand même. D'abord, il faut quand même qu'on s'auto-critique. Bien sûr. D'abord, on a quand même plus tendance à utiliser des mots que personne ne comprend. Donc on a quand même un discours qui est quand même pas facilement facile et abordable pour tout le monde. Moi, ça m'arrive des fois de parler de ce que je fais au quotidien dans des dîners en ville. Il y a des gens qui me disent t'es sympa Olivier, mais je comprends rien à ce que tu me racontes, tu utilises des termes. Donc je pense qu'on a une vulgarisation à faire beaucoup plus forte, et pas parler de techno, mais parler des usages, parler de ce que ça va apporter aux gens. Parce que l'on parle tous de techno, mais on parle pas de ce que ça va leur apporter. Et quand on commence à leur expliquer ce que ça va leur apporter au quotidien, les gens ne sont pas idiots, ils comprennent et ils sont capables de... Voilà, donc je pense qu'on a un rôle à jouer. Puis je terminerai, désolé pour mon avis de ça suit douce, mais il faut reconnaître que les éditeurs de logiciels, pendant des années, ils ont tout fait pour que justement ils ne soient pas ouverts. Et que quand vous achetez un logiciel, vous êtes pieds et mains liés et c'est pas interopérable. Pas interopérable. Ça ne marche plus aujourd'hui. Donc il faut cesser cette idiotie de penser qu'en étant fermé, on va tenir les clients pendant des années. Au contraire, les ouvrir complètement. Et là, on voit bien que c'est une vraie transformation que les éditeurs doivent opérer maintenant, et qui est déjà opérée et tout le monde est là-dedans. Mais c'est un changement culturel. D'accord. Voilà, donc faut aussi qu'on... Je suis pleinement... si je peux me permettre, je suis pleinement... il faut toujours reconnaître les choses telles qu'elles sont. C'est un changement culturel énorme. Et c'est un changement culturel qui peut-être n'est pas forcément naturel pour tout le monde. Et c'est quelque chose qu'il faut aussi encourager et développer. Le deuxième point que j'aimerais mettre sur la table, c'est que je ne considère pas l'écosystème comme une sorte de concept statique qu'on va poser ensuite qui va vivre par magie tout seul. Ça demande des efforts. C'est-à-dire que les écosystèmes, ça demande beaucoup d'efforts pour d'abord le créer. Il faut donner pour recevoir. Il faut l'animer. Au sens propre du terme. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de volonté de
leadership, s'il n'y a pas de volonté stratégique de le faire, ça ne se fera pas naturellement. Oui. Et ça, c'est un truc aussi qu'il faut prendre en compte, et c'est pas forcément chose aisée que de le faire. Après, je vais donner peut-être à nos amis 3 éléments d'information. Chaque année, on fait une étude qui s'appelle la CEO Survey chez IBM depuis 8 ans maintenant, et c'est destiné à peu près à 5000 présidents de grandes boîtes dans le monde entier. Et ce qui est intéressant de voir, ce sont les évolutions des priorités de ces hommes et ces femmes qui dirigent les boîtes. Alors, si je fais court, j'ai pris 3 chiffres dans la tête. La première chose qui apparaît, c'est que l'étude 2021 fait apparaître que pour la question posée, c'était comment allez-vous développer votre relation d'affaires avec vos clients, quel que soit le secteur d'activité du gars ou de la femme. Numéro 1, écosystème et partenariat. C'est la première fois qu'on voit ça. C'est le numéro top priority des présidentes des boîtes. Deuxième sujet qui est intéressant, c'est un sujet sur les compétences. On pose chaque année, on regarde quelles sont les compétences dont vous avez besoin pour exécuter votre stratégie. C'est la première année où il y a à équilibre quasi parfait, pour ne pas dire parfait, ressources dites technologiques au sens large, je ne rentre pas dans le détail, et ressources dites business. Première année où on voit que les deux sont aussi importants l'un que l'autre pour pouvoir délivrer cette stratégie basée sur les écosystèmes avec un S. Dernière question que j'ai retenue, l'étude elle est comme ça. Donc là, je vous ai fait un executive summary en version du soir bonsoir à 19h20 avant d'aller dîner. Donc troisième question, c'est, on ne peut pas s'en empêcher dans IBM, quels sont les technos sur lesquels vous allez miser? Laquelle? Blockchain. De quoi? IA. Le cloud. Moi qui suis passionné d'IA, j'en parle matin, midi et soir, j'étais très fixé par l'étude, mais il y a un moment dans ma vie, les faits sont les faits, ils sont têtus. On le voit. Et nos clients disent le cloud. Donc voilà un petit peu. Ils le font. Je renvoie à un petit sondage sur lequel, si vous voulez participer, donc avez-vous d'ores et déjà réussi à créer une nouvelle forme de valeur en activant votre propre écosystème, enfin, ou votre écosystème différemment, pardon. Oui, non, pas encore, mais je compte bien le faire. N'hésitez pas à répondre pour alimenter. Et Catherine, je te laisse continuer pendant que les réponses arrivent. Non, justement, est-ce que finalement d'animer ces écosystèmes, ça apporte réellement beaucoup plus de valeur? La réponse est clairement oui pour vous. Ah, si on ne le fait pas, on va mourir. Non, mais attendez, c'est pas la question, c'est une question de survie, c'est comme l'être humain. Si on ne bouge pas, on meurt. Donc si on développe des écosystèmes, vous savez quoi? Mais que ce soit petit, gros, large, pas large, etc., on meurt. Donc c'est extrêmement important que l'ensemble de nos internautes comprennent. Oui, on ne peut pas se contenter de rester sur un acquis, il faut continuer à avancer. Donc il faut faire vivre l'écosystème, c'est pour ça qu'il est protéiforme, qu'il avance et que des fois on en laisse un peu sur le bas de la route, mais on continue à avancer. Oui, je partage totalement. Bon, ceci, je vais quand même partager avec vous la réponse. Il est arrivé rapidement, quand même 63% oui. 7% non, et quand même pas encore, mais je compte bien le faire, 30%. Quand même, hein. C'est intéressant. Alors, Gilles Mézari, que j'interpelle de nouveau, tu me citais également l'évolution des écosystèmes, aussi du fait des aides, etc. Alors Gilles, si tu veux revenir ici, qu'on avait abordé la question justement sur les thématiques à traiter au sein des écosystèmes. Oui, tout à fait. Alors déjà, je voudrais rebondir sur 2 points qui ont été dit, c'est l'écosystème, la nature. On a tous vécu le truc où on est une bande de potes, on se voit une fois par mois, on fait la fête, mais c'est toujours le même qu'appellent les autres pour qu'on se réunisse. Le jour où ce gars-là se barre, plus personne ne se voit. Donc c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire dans l'écosystème, c'est que tout le monde doit participer et tout le monde doit y mettre un peu du sien. Et donc là, je rejoins Jean-Philippe, c'est un collectif complet. Ensuite, ce que je te disais, Catherine, tout à l'heure, c'est que de plus en plus, et c'est peut-être parce que nos gouvernants, nos États et nos politiques ont eu cette vision peut-être bien avant nous, c'est que des aides sont créées aujourd'hui et ne sont données, où les subventions ne sont livrées qu'à des consortiums, qu'à des ensembles de partenaires, et qui réunissent bien souvent un client final, un grand prestataire et une petite entreprise. Que ce soit en France, en Allemagne, européenne. Je pense au programme Horizon 2020, qui permettait d'avoir des subventions au niveau européen. Et l'histoire de la 5G que citait Frédéric est tout à fait vraie. Les opérateurs, la 5G, opérateurs télécoms, Verizon, Bouygues, Orange, SFR. Pour qu'il y ait un intérêt à cette 5G, il faut des use cases. Et les use cases, c'est quoi? C'est les utilisations de tous les jours. C'est la start-up de l'Occitanie, c'est la start-up des Hauts-de-France, c'est la PME de Rhône-Alpes qui va avoir cette idée de développer cet outil et qui va apporter l'usage, B2B, B2C, peu importe, mais qui va apporter l'usage.
Et pour que cet usage soit scalable et puisse grandir, eh ben, il faut un groupe qui a les moyens de prendre et puis de généraliser et d'envoyer. Donc cet exemple-là montre bien qu'à un moment donné, on est tous faits pour fonctionner ensemble. Mais comme le disait Jean-Philippe, il faut qu'on fonctionne ensemble en s'ouvrant, avec la transparence, comme le disait Olivier. Et l'ouverture, elle n'est pas que technologique, elle est aussi l'ouverture sur les idées et sur l'humain. Je dirais, Gilles, si je peux me permettre, je dirais que pour recevoir, il faut donner. Exactement. Voilà, donc si on ne rentre pas dans ce dynamique-là... Je dirais même plus qu'il faut donner sans attendre. Recevoir. Didier, est-ce qu'on a d'autres questions de nos internautes? Absolument. Alors il y en a une d'abord qui parle du partage des revenus des produits, de ce que peut produire l'écosystème. Effectivement, on se met tous ensemble pour produire quelque chose, une idée, un produit, une nouvelle application. Un service. Et comment on se partage le problème. Et presque la deuxième est un peu plus générale, mais elle élargit cette première question, c'est quels sont les modèles de collaboration et de gouvernance qui sont les meilleurs et comment est-ce que ça serait pas intéressant dans ces modèles de collaboration de gouvernance d'intégrer des clients avec donc des producteurs et des consommateurs, je dirais. Alors, sur la partie client, Frédéric avait un avis. Il y a, sur la question, je pense qu'il y a plusieurs réponses. Il y a effectivement des modèles où on intègre des clients avec une gouvernance, j'allais dire, au moins tripartite, on va dire deux acteurs de la technologie et puis un client. Ça c'est assez classique et on le développe encore et encore, voilà, des fois de façon assez industrialisée, notamment que Verizon et IBM font ensemble. Ça c'est un des modèles. Il y a un autre modèle selon moi qui permet de client d'un côté. Un modèle, je suis en train de perdre mon fil, désolé. Un modèle sur prise de participation. Donc vraiment, on a une entité qui s'appelle Verizon Ventures, on travaille régulièrement avec des startups et quand on voit des startups qui sortent du lot, on va prendre des participations qui vont nous permettre voilà, de se dire, ben là on voit vraiment qu'il y a une pépite selon nos critères et ceux de nos clients potentiellement, et on va prendre des participations. Ça, c'est une deuxième façon de faire. Et puis, on a organisé aussi des choses qui sont des Innovation Hubs et puis des hackathons. Alors, on faisait ça dans nos 5G Labs quand on pouvait encore réunir des gens dans une salle. On le fait maintenant de façon plus virtuelle. Mais j'ai pu assister à des semaines entières où on fait venir des chercheurs, des étudiants sur une thématique qui pouvait être du grand public, du gaming ou des choses entreprises, comment améliorer une chaîne logistique, ouvert à peu près à tous. Vous avez une semaine, vous travaillez, vous nous montrez un proto et puis un panel de clients de ce secteur-là vient, mesure, discute, challenge. Et le gagnant va avoir un prix en argent pour continuer son projet, avec le support bienveillant du parrain qui vont être les clients et puis d'un opérateur tel que nous. Je pense que ça, c'est des nouvelles façons de faire qu'on essaye de promouvoir. Sur le partage de la valeur, justement, un mot là-dessus, Olivier? Je pense qu'il faut déjà, même si on crée des écosystèmes, il y a un moment donné, il faut quand même que chacun s'y retrouve. Bien sûr. Donc il faut en effet que le partage de la valeur soit équilibré et soit fair pour les différents participants. Donc il faut que les règles du jeu soient claires dès le départ. Ça revient sur la transparence, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut pas que ça soit un jeu de dupes et il faut qu'on sache... Il y a un moment où on avance et les choses se concrétisent et donc là, on les concrétise en fonction de ses besoins. Voilà. C'est ce que vous voulez dire. Après, dans la question qui a été posée, moi je crois beaucoup en effet à intégrer des clients ou des sachants, et ça apporte une vraie valeur à l'écosystème, pour justement être capable de challenger et d'être sûr que ce qu'on va produire va réellement créer de la valeur. Après, sur les modèles, par rapport à la question qui a été posée, je ne pense pas qu'il y ait un modèle. Il y a différents modèles en fonction des sujets, en fonction de la taille des écosystèmes, en fonction de ce qu'on veut adresser. Oui, mais là, franchement, c'est à l'infini. Sur des alliances éventuellement spécifiques voilà. et autres, c'est ça. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure de maladie coronavirus, moi je ne savais même pas que ça existait. On a créé un groupement, ça s'appelle
je sais plus le nom en tête, mais c'est un groupement temporaire d'entreprises. Donc ça existe et on met de l'argent et à un moment donné on peut décider de la fermer de façon très rapide. Donc il y a plein de formules qui existent aujourd'hui qu'on peut utiliser en fonction de ce qu'on cherche à atteindre. Donc je dis simplement que le monde de l'open écosystème est important. Le federative learning, c'est quelque chose qui consiste dans le monde entier à ce que des gens contribuent à co-développer ensemble quelque chose et le mettent à la disposition de la communauté. Et d'un point de vue technologique, j'engage Kibem dans mes propos. C'est pas un hasard qu'on a racheté une boîte qui s'appelle Red Hat il y a maintenant quelques années pour 34 milliards de dollars. Bon, si le peu que je me permets, c'est parce que c'est l'acteur clé dans le domaine de l'open source et de l'open écosystème. Parce que nos clients veulent travailler dans ce monde open. Et ce monde open doit se traduire par des choix. Et je crois que le développement de l'écosystème sera entre autres porté par cette logique de standard open, de développement open, où beaucoup de gens contribuent à un projet commun. Olivier, tu es d'accord avec ça ? Je ne peux que adhérer à ce qui est dit. On est dans un monde ouvert aujourd'hui, on le voit. Après, nous, on investit pas mal dans le domaine de l'éducation aujourd'hui. Il y a des exemples flagrants. Enfin, quand vous voyez aujourd'hui qu'il y a certains jeunes qui viennent de lancer des plateformes simplement pour pouvoir aider d'autres jeunes qui sont en difficulté scolairement à pouvoir se développer. Enfin, on voit aujourd'hui une chaîne de solidarité qui est en train de se créer. Et elles peuvent se créer pourquoi ? Au-delà du fait que les gens, en effet, sont dans un environnement un peu spécial aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui, on a tous ces outils, toute cette technologie qu'on est capable de mettre et de partager l'information. Et donc là, du coup, le champ des possibles, il est infini. Partager l'information et collaborer. Et on peut créer plein de services aujourd'hui, et en effet, comme tu le dis, avec des gens qui ne se connaissent pas forcément, qui sont à l'autre bout du monde. Et voilà, et donc et ça, c'est valable parce qu'aujourd'hui, on a toutes ces technologies et que le monde est en train de s'ouvrir. Alors l'heure passe, comme vous avez vu, nous arrivons pratiquement à la fin de cet événement. Je vais terminer par un petit quiz à nos 3 intervenants en leur posant une question à laquelle ils doivent répondre par un mot ou une phrase au maximum. Donc on va voir s'ils y arrivent. Alors, quel temps diriez-vous vous consacrez aux écosystèmes chaque semaine dans votre emploi du temps ? Frédéric ? Quel temps je consacre 10%, 15%? Aucune idée, 15-20%. Moi, je dirais c'est quotidien. Mais c'est... En amour, on ne compte pas. Donc c'est 100%. D'accord. Donc les entreprises doivent-elles nommer un Chief Ecosystem Officer, qui était un peu d'ailleurs un directeur des partenariats auparavant, vous diriez? Non. 2 mots. Bob Lord. Nous venons d'annoncer officiellement au niveau corporation ce monsieur qui est le patron mondial des écosystèmes et des alliances au niveau mondial. Un écosystème et des écosystèmes, ça se fait vivre, ça se crée, ça demande de l'effort. En tout cas, concernant IBM, c'était nécessaire de faire ce qu'on vient de faire. Nous, il est parti. Moi, je suis d'accord avec mes 2 voisins. C'est-à-dire que, je pense que par définition, l'écosystème, il est au plus proche du business, donc il est partout. Et en même temps, moi je viens de le faire, j'ai nommé quelqu'un qui est en charge ça, parce que là où Jean-Philippe a raison, c'est qu'il faut que ça s'anime. Et il y a besoin de quelqu'un, il faut suivre. Mais par contre, c'est plus une mise en relation, une animation, puisque l'animation de l'écosystème, il se fait au plus proche du business et du terrain, donc il est partout dans l'entreprise. Mais si vous n'avez pas une tête de pont qui pense à ça, je pense que c'est quand même difficile. Et la dernière question, qui sont vos interlocuteurs les plus matures sur le sujet chez vos clients? Est-ce que ce sont les directions générales, les DSI, les CDO? Nous, on est beaucoup en relation avec les DSI, les directeurs de l'innovation. Les écosystèmes, ça leur parle? Oui. Ils ou elles le sont tous et toutes. Il n'y a pas de ségrégation au niveau des métiers. Par contre, ils ont des écosystèmes différents en termes de priorité et d'enjeux. Mais ça touche le développeur, le patron commercial, la patronne marketing, la patronne de la boîte, mais chacun a un angle différent par définition. Donc tout le monde rentre en fait dans un écosystème. C'est d'une porosité totale. Olivier? Moi, pareil, je pense que c'est partout. C'est partout, il n'y a pas plus de... Et vos clients ont bien compris cette logique? Nos clients, non seulement ils ont compris, mais ils nous poussent, et eux-mêmes sont parfois demandeurs de créer eux-mêmes un écosystème. Et on rentre dans des écosystèmes qui sont poussés par nos clients. Donc ils sont acteurs, ils ne sont pas passifs aujourd'hui, les clients. Et leurs opérationnels de plus en plus rentrent dans la boucle, bien sûr. Absolument. Merci, et je vais passer la main à Sylvain. Donc la parole est à toi. Je vais effectivement. Voilà, c'est bon, je suis tombé.
Alors ça c'est les aléas du direct, on a eu un petit souci technique, mais voilà, on a une assistante, donc si ça bouge un peu, c'est que Didier est derrière la caméra. Tout le monde est très polyvalent dans ce contexte digital, on a mobilisé toute l'équipe pour cette session, donc plus fort ensemble, hein, c'est un peu l'enjeu de l'équipe. Merci à nos invités, on voit qu'on a tous des choses à faire ensemble. Donc Alliancy n'a jamais aussi bien porté son nom, Alliance et Efficiency, créer de la valeur ensemble. C'est bien aussi parce qu'on a compris que le sujet devait être encore plus décrypté, que la rédaction Alliancy mène une grande enquête. Tous les mois, on va décrypter une fonction et comment les écosystèmes peuvent devenir une nouvelle matrice de transformation pour la fonction DRH, pour la fonction innovation qui va sortir là au mois de février. Pour la fonction ressources humaines, ressources humaines, finance, achat, finance. Voilà, donc et DSI. pour tous ces 5 fonctions et DSI bien sûr. Donc un dossier à suivre tous les mois, un dossier sur lequel vous pouvez solliciter les équipes de Catherine pour aussi apporter votre vision, vos éclairages. Et là, que ce soit des approches internes, externes, enfin effectivement, on est au début de ces décryptages et on voit que c'est quand même des leviers qui sont essentiels. Donc un petit mot aussi sur le programme 2021 du Cercle des partenaires du numérique. Donc pour ceux qui sont parmi nos fidèles, et je remercie aussi Gilles, Antoine d'avoir été avec nous et ceux qui étaient aussi à distance, qui vont nous rejoindre pour une partie de ces échanges qui suivent. On réengage le programme de cette année avec une évolution des formats. On avait des formats à 50 personnes, place Vendôme. On va plutôt maintenant se retrouver en petit comité ici, dans les formats dîner à 15-18 personnes. Alors dès qu'on va pouvoir le faire, évidemment. Entre-temps, on sera dans ces échanges. L'idée, ça va être aussi sur l'année 2021 de faire plus de business aussi avec moins de personnes. On l'a vu, c'est pas parce qu'on va avoir beaucoup d'acteurs ou d'interlocuteurs autour de soi que le business va pouvoir se faire. Il faut concentrer ses efforts, son énergie et d'essayer de vous permettre aussi de bénéficier de notre réseau, que ce soit côté acteur de l'offre bien sûr, mais aussi donneur d'ordre. Et d'ailleurs, pas plus tard que demain, nous avons une rencontre avec Syntec Numérique où nous avons mobilisé, grâce à Jean-Baptiste Cour, que je remercie, une grosse partie de ces DSI, pour venir partager sur leurs attentes, leurs besoins, comment travailler avec les secteurs publics. Donc pour ceux qui ne connaissent peut-être pas la cause, c'est les URSAF, ça vous parlera peut-être plus. Et donc le Syntec et Alliancy soutient cette initiative pour créer de la valeur, encore une fois de manière extrêmement concrète avec les acteurs du service public. Donc le Club des partenaires numériques, c'est ça. C'est faire du business ensemble, c'est interagir ensemble. Donc si vous ne le connaissez pas, on aura plaisir à vous documenter sur la manière dont on peut agir ensemble. Et puis voilà quoi. Je pense que c'est pas mal. Pour remercier tout le monde, merci en tout cas à vous tous. Merci à nos intervenants. Merci à vous. Donc voilà ce qui va clôturer cette première partie d'échange. Donc pour ceux qui souhaitent rester avec, ceux du monde du club qui restent avec nous, on va pouvoir aussi ouvrir la caméra, poser des questions à nos membres et pour les autres, à très bientôt. C'est plus l'heure, mais encore bonne année. C'est encore l'heure. On est dans un contexte où on a besoin de se souhaiter effectivement beaucoup de courage et puis une réussite pour tous. Et effectivement, et bravo encore aux équipes d'Alliancy pour ce succès, parce qu'on entame notre 8e ou 9e, je ne sais plus, parce que c'est notre 8e. Et le mois de janvier était très dynamique, parce que effectivement, c'est plus difficile de rencontrer des gens, il n'y a plus de salons, il n'y a plus de rencontres physiques. Donc pouvoir engager des grands décideurs, aujourd'hui, c'est là-dessus que vous nous sollicitez au niveau des équipes Alliancy. On est très heureux de pouvoir aussi vous ouvrir notre réseau. Donc n'hésitez pas, effectivement, si vous voulez aussi en savoir plus sur comment Alliancy accompagne un certain nombre d'acteurs dans cette animation de ces communautés. Merci à tous, et puis on va suivre les échanges. Donc on passe un petit générique peut-être pour faire la transition, et puis on vous rejoint à très bientôt, j'espère. Merci. Merci. Merci à vous. Merci.